Bref. Elle aime bien Grougy, ma femme. C'est moins de bonbons, plus de légumes. Quel bonheur lorsqu'on est joueur de foot à Brest. 43e minute, leur cœur est énorme. Camara, oh la talonnade, oh là là, c'est beau, oh le magnifique but, la Camara Jorge. Brestoise, Brestois, bienvenue dans ce 134e épisode de Brest On Air. Un épisode un petit peu particulier qui fait écho à celui que nous avions réalisé donc, au mois d'août dernier sur le top 10 des matchs du Stade Brestois. Aujourd'hui, avec un peu plus de légèreté, on va vous parler des 10 matchs que nous avons le plus détestés, notre flop 10. Et pour ce faire, je suis rejoint par Yann. Yann, comment vas-tu? Eh ben ça va très bien. On a décidé finalement de mettre du positif en ce début d'année 2026 et de se remémorer des souvenirs qui, enfin, on en parlera, mais moi, il y a des choses qui aujourd'hui me font beaucoup rire dans mon flop 10. Il y en a d'autres un peu moins. Peut-être rappeler en introduction d'où nous parlons. On est à peu près sur la même tranche générationnelle, c'est-à-dire autour de 30 ans. Forcément, le Brest Armorique, bah, on l'a pas vu, donc on peut pas le mettre dans notre flop. Pareil, certains matchs de CFA, on était trop jeunes pour s'en souvenir. Mais si vous avez d'autres flops qui sont plus anciens ou même sur la même période, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Je me souviens sur le top 10, on a eu pas mal de gens qui nous ont parlé d'un match contre Lens dans les années 80-90. Voilà, c'est comme ça qu'on fait vivre la culture, l'identité Stade Brestois, donc n'hésitez pas à nous donner votre flop dans tous les cas. Tu as tout à fait raison et j'insiste également sur une chose, c'est que c'est extrêmement subjectif comme classement. J'ai regardé le tien avant de commencer. On n'a pas beaucoup de matchs finalement en commun. Ça s'explique parce que certains matchs qu'on a pu vivre au stade ou pas. Ça s'explique aussi par notre âge, comme tu as dit, par l'implication qu'on avait lorsqu'on suivait telle ou telle saison. Et donc finalement, je trouve que notre flop 10 qu'on va vous présenter est assez varié et reprend des matchs des, en gros, 15-20 dernières années. Même si, curieusement, il y en a quand même pas mal des toutes dernières saisons, des saisons récentes et certains, vous les avez évidemment en mémoire. Donc je pense que vous pouvez, jouer avec nous et nous faire pardon, votre liste également de vos 10 matchs les plus, mémorables dans le mauvais sens, si je puis dire, en répondant évidemment dans les commentaires de la vidéo ou simplement sur les réseaux sociaux. Yann, quelque chose à ajouter avant de commencer? Bah non, commençons directement avec du bonheur, des bons souvenirs, C'est ça, exactement. On va commencer du 10e jusqu'au premier. On va commencer tranquillement pour monter à ce qui est pour nous, le plus gros flop, le pire match du Stade brestois dans notre vie de supporter et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de belles choses à se remémorer. Yann, tu veux commencer peut-être avec ton 10e match? Eh bah oui, mon 10e match est finalement dans l'actualité puisque c'est une défaite en Coupe de France face à une équipe de 4e division. Non, je ne parle pas de la défaite contre Avranches, mais je parle de la défaite contre une équipe de CFA en 2016-2017. Cette équipe, c'est Fleury-Mérogis. C'est finalement dans une belle saison brestoise, hein, mais il y a les impondérables, il y a la magie de la coupe qui est là, où on va à Fleury-Mérogis, il fait un temps pourri. Je sais même plus comment j'avais vu le match, c'était sur un vieux stream, ça devait être diffusé sur Eurosport à l'époque et en fait, on se fait rouler dessus. On se fait rouler dessus par une équipe, pas bienveillante. C'est très clairement un match traquenard avec un public assez hostile. Tout, tout se passe mal. On a notre défenseur central en forme du moment, à savoir Luciano Castan, qui se fait un peu qui se fait expulser tout simplement, donc coupé en pleine vitesse, un carton rouge d'ailleurs de mémoire assez contestable. On a Jean-Marc Furlan qui se fait également expulser et finalement ce qui le met dans ce flop 10 pour moi, c'est un peu l'après-match parce qu'on sombre dans le pathétique. À 5-10 minutes de la fin, Floris Mérogis fait rentrer un joueur qui n'était pas sur la feuille de match. Le Stade brestois annonce déposer une réserve, ce qui est un peu douteux. Enfin, tu viens de te faire humilier par des amateurs, tu déposes une réserve. Elle est légitime, elle est valable et finalement, c'est Jean-Marc Furlan qui sonne la fin du cirque en annonçant que Brest, ne va pas confirmer cette réserve. Il va donc laisser Fleury-Mérogis passer au tour suivant. Voilà, j'en rigole beaucoup aujourd'hui, mais mine de rien, à l'époque, c'était, encore très enfin, je me souviens que je l'avais assez mal vécu parce que c'était une belle saison en Ligue 2 où on avait un bel effectif, on faisait ce qu'il fallait et non, l'ADN Coupe de France visiblement était déjà là. Qui pour moi, Fleury-Mérogis, c'est juste une prison, en fait. Je savais même pas qu'ils avaient une équipe de foot. C'était assez pathétique et tu as raison de le dire, l'imbroglio, je vais y arriver,
de la réserve posée puis retirée, rend ce match assez légitime, tu vois? C'est intéressant que tu le mettes parce que moi je l'avais un petit peu oublié et je trouve qu'il fait pas tâche dans le classement. Enchaîne donc avec, ton 10e qui, si je me Je trompe rem pas, est un match de Ligue 1. Exactement, c'est un match de Ligue 1. Je remonte un petit peu le temps et justement, je faisais référence à la descente lors de la saison 2012-2013. Finalement, pour, illustrer, pour, sanctionner cette saison entière, j'ai choisi un match. J'ai choisi le dernier match de la saison, le dernier match d'une série de défaites, je crois qui s'étendait à 11 défaites consécutives. C'est la réception de l'AS Nancy-Lorraine. Alors, c'est Corentin Martins qui était le coach et Brest quitte la Ligue 1 par la toute petite porte. Alors, je me suis remémoré ce match, donc j'étais au stade et je me souviens qu'on avait perdu sur un doublé de Sébastien Puy-Grenier. Donc déjà ça place un petit peu le délire et après il y a quand même pas mal de petites choses qui n'allaient pas. Donc évidemment, le nombre de défaites consécutives, le retour en Ligue 2, une équipe sur le papier, je vous recommande d'aller la voir, qui ne ressemble à rien. Les défenseurs latéraux, c'était Benoît Le Sommier et Richard Souma. Adama Ba en pointe, Florian Julien titulaire, voilà, en Ligue 1. Je pense que même en Ligue 2, cette équipe n'aurait pas forcément tenu la route et pire encore, à la fin du match, Ben Chop qui vient réduire le score je crois que c'est vers la 80e minute et qui vient narguer la tribune Quimper devant laquelle il venait de marquer. Vraiment, c'était, il était temps que cette saison se termine et ce Brest-Nancy, m'avait mis très en colère à l'époque. Je sais pas toi si tu t'en souviens, mais c'est une période où le Stade brestois m'avait un peu dégoûté. Ouais, je me souviens d'un détail important, c'est que Nancy est également relégué. Si je me trompe pas, c'est le 19e contre le 20e. C'est bien possible. On arrive, je peux totalement me tromper et corrigez-moi si c'est le cas, on est sans filet. Mais de mémoire, on arrive en jouant un peu la dernière place et effectivement, moi, c'est le doublé de Puy-Grenier avec son grand casque chauve là qui me reste en mémoire et bon. Mais finalement, moi, je l'ai pas mis dans mes flops parce que justement, il arrive après 12 défaites et on avait déjà plus ou moins abandonné, nous supporters. Mais Ouais, je comprends. C'est pas vraiment le match en lui qui est un flop. J'ai voulu plutôt sanctionner, comme je te disais, l'intégralité de la série, quoi. c'est très bien, tu sanctionnes et il y a quelqu'un d'autre qui sanctionne beaucoup en Ligue 1, en Ligue 2 depuis plusieurs années, c'est Karim Abed. Je crois que Karim Absolument. Abed, c'est ton top 9. C'est mon top 9, Karim Abed. C'est un match lors de la saison 2017-2018 avec, Jean-Marc Furlan. Finalement, j'ai l'impression que dans mon classement et dans le tien, on va revoir pas mal de fois Jean-Marc, qui pourtant pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'affection. Mais c'est un match à Nîmes, aux Costières. Brest sombre là-bas par, un excès de je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais d'autorité de Karim Abed, qui vient expulser Zakaria Diallo, notamment, sans véritable raison et Brest est donc battu 4-0 ce jour-là, avec un triplé d'Oumoud Bozok qui a complètement disparu de la circulation et Yann, je crois que je te l'ai dit, mais est-ce que tu connais l'identité de l'autre buteur, nîmois que j'ai pardonné depuis? Bah oui, bien sûr, quel Brestois est passé par Nîmes? Bah, c'est Romain Lelexio, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est Romain Del Castillo qui marque ce jour-là. Donc on a une équipe brestoise qui, jouait, hein, la montée comme, quasiment toutes les saisons avec Jean-Marc Furlan, qui ce jour-là est très, très sèchement battu aux Costières et ce match-là, je l'avais vraiment très mal vécu. Alors pas tant par la prestation brestoise, mais par le fiasco arbitral que ça avait été et ça avait mis un coup quand même assez sérieux à cette équipe-là. Je sais que Mopé avait très mal vécu la rencontre aussi. Ouais, si je me trompe pas, parce qu'on retient surtout le rouge de Diallo qui est là sans raison et même je crois que c'est Ibrahima Sissoko qui prend un carton rouge en première mi-temps sur 2 cartons jaunes très sévères avec un arbitre qui veut juste faire le coq et peut-être mine de rien, c'est aussi là qu'on a démarré cette série de mauvais souvenirs contre Nîmes. Absolument. Mais maintenant Nîmes, si je dis pas de bêtises, est en National 2. Donc bon, on a vécu des belles émotions, eux un petit peu moins. C'est sûr. Une autre équipe qui a vécu peu de belles émotions, c'est celle que j'ai dans mon top 9, c'est la Berrichonne de Châteauroux. Alors eux, je crois qu'ils sont en national, mais avec des gros soucis financiers. Je vais parler de la saison 2017-2018. J'aurais pu parler du premier match où on perd 3-2, c'est l'ouverture de la saison, on perd 3-2 alors qu'on mène 2-0 à la 75e. Je vais plutôt parler du dernier match de la saison régulière, puisque c'est la première saison où les barrages de montée sont mis en place. Et en fait, on arrive à Châteauroux, face à une équipe de Châteauroux qui est de mémoire, 9e ou 10e, qui n'a plus rien à jouer, alors que nous, Brest, on est 4e avant le match. On a besoin de gagner pour être assuré de disputer, au pire, le match de barrage à domicile. On fait plutôt une bonne entame,
derrière, de mémoire, il y a un coup franc de Benrahma qui passe entre les jambes de l'Arseneur. Voilà, c'était peut-être sa première grosse cagade de la saison, au pire des moments. C'est pas un mauvais match, hein, c'est pas un mauvais match des Brestois. On a ensuite un beau but brestois, je sais pas si tu te souviens de qui, c'est un exploit individuel. Je vais pas l'avoir. Honnêtement, C'est le capitaine justement, c'est Mathias Autrette qui marque, tout seul à une belle frappe lointaine à quoi? 10-15 minutes de la fin. On se dit: il y a «Ça pas y un est, c'est bon, on aura ouais. droit à notre barrage à domicile», parce que c'est quand même, la nouveauté, c'est présent, c'est un match en jeu et non, on prend un deuxième coup franc direct de Saïd Benrahma à la 89e minute. C'était petit coup de massue, surtout que derrière, les joueurs se font un peu pourrir dans le vestiaire par le président et je me souviens qu'on aborde ces barrages un peu dans un mauvais état d'esprit et justement, c'est Quentin Bernard qui nous en avait parlé dans l'interview qu'on avait fait avec lui il y a quelques années, qu'on peut retrouver sur la chaîne justement et voilà, c'est mauvais souvenir parce que Brest fait pas un mauvais match, mais c'est le scénario qui est cruel et voilà, ça nous prive surtout d'un barrage à domicile, c'est quand même une très belle expérience. D'autant que derrière, on fait le barrage au Havre et puis on le perd dans un climat un peu délétère aussi avec l'expulsion de Jean-Marc Furlan. Tu te souviens avec, des accusations un peu de racisme et cetera. Ça avait noirci la fin de saison, ça avait rendu les choses un peu désagréables. Mais bon, heureusement qu'on monte la saison d'après. Oui, tout à Alors fait. juste un petit point, j'ai été vérifier en attendant, ce que devenait Karim Abed. Alors il a été relégué en Ligue 2. Il était monté en Ligue 1, il est resté en Ligue 2, donc bon, je pense que c'est déjà bien bien sympathique pour lui. Ça veut dire qu'il arbitre en avant de Guingamp de temps en temps et ça, c'est Absolument. beau. Absolument. Il a notamment arbitré Grenoble-Guingamp cette année, un 0-0 de sinistre mémoire. Est-ce que tu veux que j'enchaîne avec mon huitième ou tu le fais? Non, mais je t'en prie, enchaîne, enchaîne, tu étais lancé. Allez, mon huitième. Alors c'est dur de le mettre là-dedans et je salue d'avance les collègues, je pense notamment à Jean-Sébastien et à Mèche. C'est le match contre Dijon en décembre 2013, saison 2013-2014. C'est le dernier match avant la trêve. C'est mon tout premier déplacement sans la famille, sans les parents, c'est juste avec les copains. C'est pour ça notamment que je salue, Jean-Seb et Mèche. Donc évidemment, décembre à Dijon, on se les pèle. Le voyage, il est en car, il est très long, il y a 10-11 heures de car, c'est très, très long. Mais on va là-bas quand même avec de belles attentes, des grosses attentes. Brest est 2e. On a fait 12 matchs sans défaite. On va chez le leader, Dijon, qui en fait n'a qu'un seul petit point d'avance sur nous. Ils sont leaders depuis une semaine. Donc voilà, on a des attentes, on a fait la route, tout se passe bien. Sauf qu'en fait, le match, c'est une purge. C'est une purge intégrale. Il ne se passe rien, strictement rien du tout, jusqu'à la 92-93e minute où tu as un petit cafouillage et ça finit avec un but contre son camp de Gaëtan Bello. C'était long, c'était très long, grosse déception, le coup sur la massue et parce qu'il faut toujours finir en apothéose, le retour en quart est très long également puisque après quoi 1 heure, 2 heures grand max, le mec assis à côté de moi, dont je ne me souviens même plus de l'identité, lâche son meilleur vomi, donc je me retrouve à faire 8 heures de route entre Dijon et Brest dans une odeur de vomi, absolument dégueulasse. Oui. Là, c'est une expérience totale qui a été ratée. C'est ça, mais voilà, c'est juste une première expérience, ça marque les esprits. Ça m'empêche pas d'en rigoler énormément aujourd'hui, finalement. Dijon qui, encore une fois, est un club qui est en national. On a des scénarios et des destins un petit peu inverses de tous les équipes que l'on a citées précédemment, que ce soit Châteauroux, Dijon notamment. C'est pas plus mal. J'enchaîne également, c'est assez marrant, parce que c'est également un match dans lequel j'ai fait le déplacement et qui peut-être ne parlera pas à grand monde, mais je sais que certains s'en souviennent que trop bien. Il s'agit de la saison 2016-2017, la première encore de Jean-Marc Furlan. C'est une histoire un peu perso, hein, c'est, un déplacement à Strasbourg. Certains s'en souviendront parce qu'il a été extrêmement laborieux ce déplacement à Strasbourg. Je raconte très rapidement. Départ en quart de Brest vers 23 heures à peu près pour un match à 15 heures en Alsace. Donc là, tu disais 10-11 heures de quart pour aller à Dijon. Nous, je crois que c'était 14-15 heures de quart pour rejoindre Strasbourg. Donc autant te dire qu'il fallait être extrêmement motivé, mais bon, Brest jouait la montée, Strasbourg aussi. On avait une belle saison, une belle équipe. On s'est dit: «Allez, pourquoi pas?» En plus, la méno, c'est une chouette ambiance et donc l'envie de tout le monde, en fait, c'est de pouvoir visiter un peu la ville. Sauf qu'on nous dit, une fois arrivé dans le quart, qu'on ne pourra rien visiter
qu'à notre arrivée, on sera pris en charge immédiatement par la police et qu'on devra aller, directement au stade, en fait, sans pouvoir rien voir. Alors certains décident de d'outrepasser ça en disant: «Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter à Metz et arrivé à Metz, on prendra le train et comme ça, on arrivera en train à la gare de Strasbourg, puis on sera libre de visiter». Sur le papier, le plan était plutôt sympa, sauf qu'en réalité, donc on sort du car à Metz, on prend le train, on arrive à Strasbourg, sauf que dans le train, on apprend que alors je ne sais pas qui, je pense que c'est la compagnie de car, a prévenu le club qu'on avait quitté le car et donc le car décide d'amener les derniers qui étaient restés dedans jusqu'à Strasbourg. Même pas, je crois qu'ils ne viennent même pas jusqu'à Strasbourg. Il me semble de mémoire que le car fait demi-tour à Metz avec les derniers qui sont dedans, qui retournent à Brest. Donc certains ont fait Brest, Metz, Metz, Brest, juste en balade de vendredi à samedi. Nous, on arrive à Strasbourg en pensant, pouvoir visiter la ville, sauf qu'évidemment, on est attendu par un comité d'accueil assez impressionnant de policiers et de CRS. On est gardé parqué dans la gare pendant de longues heures avant de faire le trajet à pied pardon, de la gare jusqu'à la Méno, donc quartier un peu du sud de Strasbourg. On perd 4-1, on voit rien du match parce qu'on a le soleil dans la figure pendant 90 minutes. Furlan nous sort un 5-3-2 qui sort de nulle part, qu'il avait jamais testé dans la saison et lorsqu'on sort du stade, bah, il y a plus de car. Il y a plus de car, le car est sur le retour donc bah, quand tu es à Strasbourg et que tu travailles le lundi matin, tu te poses des questions. D'autant que la police décide de nous escorter en tram jusqu'à la gare et de nous garder jusqu'au départ du dernier train pour ne pas qu'on prenne le train retour jusqu'à Paris et donc on a réussi tant bien que mal à prendre un Ouibus vers 1 heure du matin pour arriver à Paris dans la matinée, pour prendre un TGV pour nous ramener à Brest. Retour à Brest en début d'après-midi, défaite 4-1, beaucoup d'argent jeté par les fenêtres. C'était pas un souvenir extraordinaire, mais bon, la méno, c'était quand même très chouette, mais je le referai pas aujourd'hui. Et est-ce que tu te souviens de la défense à 5 qui aligne justement Furlan? Je me souviens que le buteur, c'est Lavigne. La défense, ça doit être, je sais pas, il doit y avoir du Couef, du Diallo, du Weber, peut-être du Castan, je sais pas trop. Tu vas me dire si tu l'as sous les yeux? Je l'ai pas sous les yeux justement, j'avoue que j'avais totalement oublié l'existence de ce match. Ah ouais, Heu, non, bah, moi, je vais regarder très rapidement, mais non, non, ce ma en fait, c'est surtout les à côté parce que, bon, en plus, je retrouvais, des amis à Strasbourg qui devaient venir me voir, qui ont été pris dans un parquage dans un groupement de CRS sans qu'ils comprennent vraiment pourquoi. C'était vraiment alors il y a 17 000 spectateurs ce jour-là. La défense brestoise, c'était Quentin Bernard à gauche, Chardonnay dans l'axe, enfin Chardonnay, Castagne, Diallo et Bello, avec un milieu de terrain Batocchio, Gastien et une attaque Pelé, Diallo, Faussurier. Et buteur Valentin Lavigne, tu vois? On est à égalité un partout jusqu'à la 62e minute, puis après tu as des buts de Liénard, Guillaume et Boutaïb qui nous enfoncent. Mais super ambiance à la Méno ce jour-là. Mais le flop, c'est surtout l'intégralité du déplacement, quoi, vraiment, qui était à oublier. Et après ça a eu pas mal de problèmes parce que les compagnies de cars voulaient plus déposer les supporters et cetera. C'était pas terrible. oui, on comprend, c'est le folklore brestois, je pense. Tu pas le seul à m'avoir raconté cette histoire donc je l'entends totalement. Je vais passer à mon top 7 si ça te Vas-y, convient. vas-y, vas-y. Avec cette fois, c'est pas une histoire personnelle, je pense que beaucoup s'en souviennent. Peut-être pas du match, mais du contexte. C'est saison 2011-2012, c'est la défaite 4-0 face à Auxerre, à la Baie-des-Champs. Il faut remettre le contexte, c'est 3 jours après le licenciement d'Alex Dupont, avec un Michel Guyot qui patauge, qui n'arrive pas trop à justifier ce licenciement, alors que 6 mois, 1 an avant, il disait que Alex Dupont serait l'entraîneur à vie du Stade brestois, des choses comme ça. Et donc 3 jours après seulement, Brest se déplace à Auxerre. À l'époque, Auxerre, bah, c'est un concurrent direct pour le maintien. C'est une équipe qui va mal. Ils ont gagné, je crois, c'est un match en 4 mois et et bah, à la 40e minute, on perd 4-0. Voilà, on prend une raclée monumentale. On se souvient aussi Jonathan Zebina qui sort à la 30e minute blessé, pas blessé, personne ne sait trop, mais voilà, c'est une atmosphère générale mauvaise, franchement mauvaise et où on sort de ce match en se disant que, bah, c'est un peu la fin de l'ère glorieuse. On a un peu tout gâché en virant Alex Dupont. Finalement, bon, Corentin Martins, il est gentil, mais bah, s'il est pas entraîneur. Pour preuve, on paye 10 000 € d'amende pour chaque match, qu'il entraîne et sur ce match, enfin, honnêtement, moi, à l'époque, donc je devais avoir, même pas 20 ans, hein, loin de là. Bah, beaucoup moins même d'ailleurs, je devais avoir 14-15 ans et je sens une forme de désespoir de me dire que, bah, c'est bon, c'est fini, notre destin, il est plus entre nos mains, que je vais connaître ma première descente finalement, c'est jamais très agréable. Bon, l'histoire fait que finalement,
J'étais trop pessimiste déjà à l'époque, il faut croire, hein. Puisqu'on se maintient, assez largement avec 2 nuls face à un je crois que c'est un nul face à Toulouse, un très bon nul, puis un nul face à Lyon et les victoires face à Valenciennes que j'avais citées dans mon top match et évidemment le but d'Issam Djemma. Voilà, c'est finalement, c'est plus positif que ça n'y paraît, mais je reste quand même marqué par cette défaite 4-0 à la Baie-des-Champs et je me souviens notamment, du stade de la Baie-des-Champs qui, à la mi-temps, ovationne Corentin Martins, certes légende de la JOCR, mais peut-être entraîneur qui leur donne leur deuxième victoire en 4 mois. C'est marrant, tu vois, j'ai pas un immense souvenir de ce match-là, mais c'est cool que tu nous le rappelles. Je pense que certains l'ont, encore en mémoire. Effectivement, Corentin Martins, généralement, ses passages quand il est arrivé sur le banc, c'est que ça sentait pas très, très bon. Mmh. Tu parlais d'Alex Dupont, je retourne sur un match de l'ère Dupont 1 également, saison 2009-2010, saison de la montée, avec un match naufrage, dans tous les sens du terme, parce que c'était le naufrage dans un sens parce qu'il pleuvait, comme vache qui pisse, comme on dit. D'ailleurs, le Télégramme parlait d'un terrain qui était comme une piscine. J'ai fait mes petites recherches tout à l'heure, donc c'est bien. En plus, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais le terrain de Leblé, c'était pas le billard actuel et c'était également le naufrage d'un homme dont certains ont peut-être oublié l'existence, d'autres, peut-être n'ont jamais connu, d'autres ne s'en souviennent que trop bien. C'est Junior, Ntame qui, fait sa première titularisation contre Sedan et qui fait 2 énormes conneries en première mi-temps, qui donne 2 buts aux Sedanais et qui est sorti, c'est assez rare, hein, qui est sorti à la 30e minute de jeu. Donc voilà, il offre 2 buts, il est sorti. Heureusement, ça ne coûte absolument pas la montée à Brest qui avait une belle avance, mais c'était vraiment le fiasco d'un homme et je me souviens avoir été donc au stade, j'étais en plus dans les premiers rangs de la tribune Foucault tout en bas, on était archi trempés. Le match à la 30e minute, il est plié. C'est nuancé par une chose, c'est le but de Moïse Bourapanga. Je ne sais pas si tu te souviens de ce retourné acrobatique dans le temps additionnel qui avait déjà 3-0 pour Sedan, mais qui est magnifique. Et en plus, dans le match, tu sais, c'est le genre de match où tu sais que de toute façon, tu peux tout tenter. Ça ne va pas marcher. Il y a un poteau de Nolan Roux, il y a Costil qui fait des arrêts en pagaille. C'était vraiment un soir où ça ne voulait pas rentrer. Donc pour moi, ce Brest-Sedan de la saison 2009-2010 a sa place dans le flop 10 de mes matchs à Brest parce que vraiment, il n'y avait rien qu'à aller ce jour-là. C'est marrant, je me souvenais du retourné de Moïse Boapanga, paix à son âme, mais je me souvenais pas du tout du match en soi. Donc voilà, on s'en trouve des bons souvenirs, comme quoi il n'y a pas eu que d'excellents souvenirs dans cette belle saison de montée avec Alex Dupont. Non, c'était le moment où ça allait un peu moins bien. On perd contre Sedan. Après, il me semble qu'on fait un nul et puis on repère à domicile contre Ajaccio avec un but de Mokake au bout de 3 minutes. On a commencé un tout petit peu à douter, mais après on a remis la marche en avant et puis on était monté très largement. Donc finalement, c'est un petit nuage dans une très, très belle saison. Oui, c'est autour de février, c'est ça, février-mars. Ouais, c'est ça, fin février, début mars pour les matchs dont je t'ai parlé. Très bien. Bah, très bien. Oh, ça fait finalement 2 matchs de suite qu'on évoque, où on a du positif plus loin après ce match flop. Je ne sais pas si c'est le cas de ton sixième. Non, ce n'est pas le cas de mon sixième. Il fait écho à un autre match dont je parlerai un petit peu plus haut dans le classement et je pense que certains l'ont en tête. Celui-ci, c'est, le match de coupe de France en 2014-2000 la saison 2014-2015, donc on est en mars 2015. Sous Alex Dupont, le retour. Je pense que tu t'en souviens aussi bien que moi. Aïe, Quart de aïe, aïe. finale quart de finale de coupe de France. Et en plus, alors c'est un match donc on 0-0 dans le temps réglementaire. À l'époque, il y avait encore les prolongations qu'on perd au tir au but. De mémoire, c'est Simon Falette qui se rate, qui touche le poteau et c'est un match qui était d'un ennui terrible. D'ailleurs, la presse, hein, le titre le soir même: «Auxerre au bout de l'ennui». On est crucifié par ces défaites au pénalty et ce qui rend l'ensemble encore plus terrible, c'est qu'avant le match, il y avait eu le tirage au sort et qu'on savait que si on passait, on recevait en demi-finale de la Coupe de France. On ne s'est jamais qualifié en demi-finale de la Coupe de France dans l'histoire du club. On aurait reçu Guingamp et ça ajoute encore plus à la déception. C'est absolument terrible. Malheureusement, c'est un match dont on n'a jamais eu, le match en main. On n'a jamais eu l'impression qu'on pouvait le gagner. On aurait pu jouer des heures sans marquer un but. Donc on est passé complètement à côté de notre moment, complètement à côté de notre match et ça fait de ce match, pour moi, le sixième pire match dans mon flop. Tu t'en souviens, je pense? Il est dans mon top, il est plus haut, je l'évoquerai tout à l'heure. J'ai vérifié, par contre, on n'était pas au courant qu'on allait jouer Guingamp avant. Le tirage au OK, sort est juste après. c'est juste Mais après, OK. ce qui met quand même des regrets, c'est qu'Auxerre, à l'époque, ils sont aussi en Ligue 2, comme nous, au milieu de nulle part, et ils vont en finale. Mine de rien, connaître le Stade de France, et ça aurait été sympa. Voilà, Est-ce j'en que c'est garde. Paris qui gagne cette année-là?
c'est Paris qui gagne. Bon, ah ouais, c'est pas 1-0 seulement? Il me semble que c'est un petit score même en finale. Je ne me souviens pas du tout. Par contre, je me souviens qu'on perd au péno effectivement, Fallet et Adnan. Ah non, Adnan qui 2-1, a 2-1 pardon. réussi. 2-1 J'en pour ah parlerai non, plus c'est tard. 2-1, c'est en 2003. Je C'est reconnais dans mes faiblesses, mais j'aimais beaucoup Youssef Adnan. ah oui, Voilà. mais après on a tous des chouchous pas bons, hein. Oui, ça arrive à tous. Ça arrive à tous. Par contre, une équipe dans laquelle je n'avais presque aucun chouchou, c'est l'équipe de 2012-2013 et c'est mon 6e match. Toi, tu as choisi le match un peu final, celui contre Nancy. Moi, j'ai choisi le déplacement à Bastia. Un déplacement où on perd 4-0. C'est la 2e défaite 4-0 en 3 matchs, puisqu'on avait perdu 4-0 contre Lorient quelques semaines avant. Et en fait, c'est sur ce match où pour moi, c'est fini. Tu sens que l'équipe a sombré, tu sens qu'il y a rien qui veut, tu sens que l'équipe ne va même plus vraiment essayer et c'est un match un peu lunaire face à un Bastia qui est cette saison-là une équipe moyenne de Ligue 1. Je crois qu'ils se maintiennent en nous battant justement et c'est un enchaînement de choses mais totalement lunaire. On a Raspontino à allez, 2-3 mètres des buts maximum qui rate le ballon alors qu'il y a plus personne sur la ligne. On a Johan Hartog qui se craque sur un coup franc, qui ensuite prend un carton rouge en fin de match sur une sortie absolument délirante. Je me demande d'ailleurs si c'est pas son premier match à Brest. On a du grand Ahmed Kantari, vraiment énormément de respect pour, ce qu'il a fait à Brest, mais faut pas oublier que cette dernière saison était catastrophique et ce match contre Bastia est quand même l'illustration. Et voilà, en sortant de ce match, ça me semble assez évident que Brest descendra, ça me semblera assez évident que Brest finira dernier et ça me semble assez évident qu'il y a pas grand monde à sauver dans cette histoire. Il y a peut-être, Ben Le Souamier et Bruno Rougy. Voilà, éventuellement, enfin, c'est à peu près tout malheureusement. C'est assez difficile parce que c'était ma première descente. C'est toujours ma première descente en l'état. C'est comme ça, mauvais souvenir. Bon souvenir pour les fans de Florian Thauvin, puisque je crois que c'est la saison où il se révèle. Il nous met notamment un doublé. Prend aussi un but de Wabi Kazri, mais bon, c'est comme ça. Je vais reparler de Casery tout à l'heure dans un autre match. Ah et d'ailleurs, le SC Bastia qui est toujours en Ligue 2, pas encore en national, bientôt Bientôt. visiblement, mais bon, comme quoi des défaites 4-0 ne préjugent rien de l'avenir des clubs. Exactement. Et les matchs en Corse, c'est toujours compliqué. Tout à fait. On va passer au 5e, je pense. Absolument. Tu veux que je fasse mon 5e? Allez, vas-y, je crois que c'est celui qui va générer le plus de frustration chez certains. Ah, ah oui, c'est sûr. Là, on remonte encore le temps. On va dans la saison 2006-2007. On est sur un match retour à domicile. Brest reçoit évidemment l'en avant Guingamp. Et là, c'est le scénario catastrophe parce que c'est le derby face au rival historique. Brest est remonté il n'y a pas si longtemps de national, hein, donc on n'a pas eu l'occasion d'affronter Guingamp tant que ça. On a été s'imposer notamment à Roudroux, mais ça fait toujours plaisir, en tout cas de les recevoir et surtout de les battre et c'était un match où j'étais pas présent, j'écoutais à la radio parce qu'évidemment petit, je dépendais, de mes parents pour aller au stade et c'était un match où on n'avait pas pu se rendre et Brest mène 2-0 à la mi-temps, des buts de Cédric Gabeuf et Richard Saucrier, but à la 30e, 34e environ et le Stade brestois s'écroule complètement, en fait. Le Stade brestois s'écroule par la suite. Tu as 3 buts en 20 minutes de Chérény et de Rivière et je me souviens encore de la voix du commentateur, tu sais, c'était les multiplex à l'époque à la radio, il disait: «Ah, le but à Leblé!» et donc il y avait 2-0, tu dis: «Mince, 2-1, 2-2, 3-2», c'était vraiment infernal, c'était horrible et c'est pourtant un match finalement dans l'histoire de Brest qui compte très peu puisque c'est qu'un match de Ligue 2 qui n'a pas de conséquences directes et trop importantes et pourtant ce match, il m'a traumatisé, ça rajoute encore plus à la rivalité avec Guingamp et voilà, je ne sais pas si toi tu étais, assez âgé pour t'en souvenir, mais ce Brest-Guingamp perdu 3-2, je l'ai encore dans le travers de la gorge. Je m'en souviens, j'étais au stade, hein, de mémoire, dans la petite tribune Strasbourg à l'époque, vous savez, celle qui faisait l'angle. Mais bon, j'étais trop jeune à 9-10 ans pour me rendre compte de l'enjeu finalement, public autour. Si je me trompe pas en plus, Guingamp finit à 10, non? Avec, je crois que c'est Rivière Heu, qui prend un carton rouge justement. j'ai plus ça en tête par contre. Bon, c'est comme ça, après là, je regarde le 11 des 2 équipes et je me rends compte qu'il y a Richard Souma du côté de Guingamp. C'était déjà à l'époque, enfin, surprenant. Je m'attendais pas à ce qu'on cite Richard Souma 2 fois dans cet épisode. Non, c'est sûr. Mais quelque part, est-ce que c'est pas logique de le citer dans l'épisode des flop match?
C'est bien possible malheureusement. Bon après par contre quand je regarde le 11 brestois, c'est un 11, éminemment sympathique. Tu vois la paire offensive Saucrier-Basile de Carvalho, on a envie de vibrer avec ces joueurs. Absolument, et ça fait du bien de se rappeler d'eux. Tout à fait, ils vont toujours très bien a priori, hein, mais on se rappelle d'eux, effectivement. Moi, je me rappelle de quelque chose de plus négatif maintenant pour mon top 5. C'est de nouveau un match sous Jean-Marc Furlan. C'est le Brest-Amiens de la saison 2016-2017. Heu, que dire? Que dire? Que dire? Il y en a des choses à dire. Ouais, il y en a des choses à dire. C'est un peu le match où tout a tourné, tout a basculé. Si je me trompe pas, Brest est peut-être leader à l'époque ou deuxième, je ne sais plus. Amiens est seulement 5-6e. Amiens n'est pas sur une bonne série et bah, au final, Amiens gagne. On rappelle que cette saison-là, Amiens monte directement en Ligue 1 sur un scénario fou, en ayant seulement un petit point d'avance sur Brest. Ce petit point, c'est peut-être celui au moins du match nul, voire même celui de la victoire sur ce match. Parce que honnêtement, ce match, c'est la poisse, c'est la malédiction. Brest fait un bon match. Vraiment, c'est un bon match. C'est c'est juste un enchaînement d'un manque de réussite, un enchaînement de poisse. Il y a un Régis Kurtner qui est absolument stratosphérique en face, qui fait des arrêts sortis de nulle part, que ce soit en première mi-temps, que ce soit en deuxième mi-temps quand Brest mène. Il y a un but contre son camp absolument lunaire de Zakaria Diallo qui se fait crocheter et qui, bah, part dans le but avec le ballon. Ah, il y a un Johan Hartog qui se craque, hein, 2 fois. C'est voilà, Hartog qui avait été assez fiable sur les précédentes saisons. C'est le moment où il se craque, notamment sur le 3-2, le but d'Amiens, c'est un but de Monconduit, c'est une frappe de 35 mètres et voilà, il a les gants en peau de pêche, ça arrive comme ça. C'est un match où tu mènes 2-1, tu peux gagner 4-5-1 et finalement tu perds 3-2 en tapant la barre dans le temps additionnel. C'est c'est assez terrible et c'est d'autant plus terrible que c'est le match pour moi tournant parce que c'est là que la peur s'installe dans l'esprit du club, dans l'esprit des supporters, dans l'esprit des joueurs et même du coach, avec un sentiment d'impuissance, un sentiment que bah, la montée va nous échapper. Quoi qu'on fasse, ça va nous échapper et finalement, pour moi, c'est le prémisse du match, par exemple, face à Nîmes. Je sais qu'il va marquer beaucoup de gens et voilà, c'est un peu terrible. C'est la première fois que je sentais cette impuissance-là à Brest, surtout sous Jean-Marc Furlan. Oui, je l'ai pas mis dans mon top, enfin dans mon flop en l'occurrence, mais il aurait tout à fait sa place. Je vais reparler du match contre Nîmes après, parce que c'est un peu dans la continuité. Mais c'est vrai que ce match et cette frappe de mon conduit, je la revois encore partir. Et je suis assez d'accord quand tu dis que c'est peut-être pas là qu'on perd la montée, mais c'est là qu'en tout cas les doutes apparaissent. Et derrière, après ce match-là, l'équipe n'a plus été la même. Et je pense que mentalement, ça a été extrêmement compliqué de perdre cette rencontre face à Amiens. Amiens qui, cette saison-là, monte en plus à la dernière seconde d'un multiplex de folie. Mais vraiment, ouais, c'était un souvenir assez amer et c'est quand en plus la saison était magnifique, on était sur le podium quasiment tout le temps et là, on commence à douter et on verra par la suite que malheureusement, bah, les doutes étaient fondés. Je fais des cauchemars encore de l'arrêt de Kurtner face à Maupay en deuxième période où tu peux te Ah retrouver oui, à 3-1. C'est assez terrible. C'est terrible, c'est terrible. On va passer au top 4. Je te propose juste de faire une micro pause, comme ça je ouais, peux parfait, notamment boire de l'eau et on parfait. repart avec le top 4 qui lui aussi est assez terrible. Putain, ouais, parfait. Hop, nous revoici, magie du montage, je vous épargne voilà mes petits glouglous, mes petites boissons. Ce n'est pas de la Zilia en plus, je m'en excuse, bien désolé. Mais bon, il fallait forcément se rafraîchir avant la suite, avant le top 4. Je sais que mon top 4 va faire grincer des dents, donc Franck, je te propose de commencer avec ton quatrième. Très bien. Alors le mien, c'est un match de Ligue des champions. Alors vous savez évidemment à quelle saison je fais référence parce que la Ligue des champions, on ne la joue pas tous les ans, en tout cas pour l'instant et visiblement c'est pas parti pour, l'année prochaine non plus. Ce match, c'est la défaite 7-0 au Parc des Princes. Heu, c'est, heu c'est compliqué de le mettre dans un flop parce que finalement la campagne européenne aura été magnifique, mais ce que je n'ai pas aimé dans ce match, c'est un petit peu la sensation d'avoir jeté la compétition à la poubelle à la fin et un petit peu «gâché» entre grosses guillemets, hein, la fin de l'aventure. Vous pouvez me rétorquer qu'on avait perdu 3-0 au match aller, que c'était déjà perdu, que le PSG était trop fort. Je vous l'accorde.
Pour autant, encaisser 5 buts en 27 minutes après l'heure de jeu, j'ai eu le sentiment d'abandon, et les équipes d'Éric Roy, elles n'abandonnent pas en général et voilà, c'est pour ça que je me suis pas vraiment reconnu et au regard du prestige de la Ligue des Champions, quand tu es le Stade Brestois et que tu sais que probablement tu ne la rejoueras peut-être jamais, j'ai pas trop aimé, alors c'est même pas les attitudes parce que c'était plutôt le comportement général. C'était pas vraiment ma vision des choses. J'aurais aimé qu'on quitte la Ligue des Champions la tête un petit peu plus haute et voilà, on a une équipe, une défense à 5 avec Zogbe, Fernandez derrière. J'ai pas trop compris les choix d'Éric Roy qui, par ailleurs, est un coach que j'apprécie énormément. Ce jour-là, je pense qu'il est passé à côté. Et du coup, ce 7-0 me reste un peu en travers de la gorge parce que ça fait pas très clean, en fait, de sortir la Ligue des Champions en ayant pris un 10-0 sur les 2 matchs. Alors effectivement, le PSG gagne la Ligue des Champions derrière, ils étaient supérieurs, c'est très bien, mais tu peux te faire éliminer 3-0 match aller, 2-3-0 match retour, c'est un petit peu plus clean. Donc pour moi, il fait quand même partie des flops parce qu'on a eu un peu l'impression d'être humilié ce jour-là au Parc des Princes et c'est jamais jamais agréable d'être humilié. Comprends, moi, c'est mon top 3. Je l'ai mis en troisième. J'y étais d'ailleurs et en fait, si je le mets dans mon top 3, dans mon flop 3, c'est plus pour tout l'état d'esprit autour de la double confrontation où tout était trop négatif, tout était trop joué d'avance. On avait trop l'impression que, voilà, les gens étaient tellement dégoûtés de ne pas avoir tapé Benfica, de pas avoir Benfica au tirage que tout le monde se disait: «Bon, bah, ça sert à rien, c'est Paris, on prend des branlées à chaque fois». Voilà. C'est tout un état d'esprit que je n'ai pas aimé, qui met une fin en eau de boudin sur la Ligue des Champions, faut pas avoir peur de le dire et je garde finalement à l'esprit parce que, je ne m'exclus pas, hein, de moi aussi j'avais ce comportement, cette attitude. Les longues discussions sur le fait que, est-ce qu'on aurait dû laisser Madrid nous en mettre 2-3 de plus en fin de poule pour pouvoir éviter de jouer le PSG? Enfin, avec du recul, faut voir quand même le niveau de la discussion. C'est que tu préfères prendre une raclée 5-6-0 contre Madrid, juste pour ne pas jouer le PSG avant de les avoir joués. C'est, voilà, C'est c'est très la mentalité philosophique. générale. C'est très philosophique. Faut-il prendre une raclée pour éviter d'en prendre une? Ouais, c'est exactement ça et voilà, c'est l'ensemble qui m'a pas forcément plu, en plus, bon, voilà, pas un excellent souvenir malheureusement dans mon non plus, c'est mon 3. Et là où je comprends qu'on va me traiter d'enfant pourri gâté, c'est parce que mon 4, c'est un autre match de Ligue des Champions. C'est là aussi parce que j'y étais, mais attention, attendez la fin parce qu'il y a quand même une explication précise au fait que je mette le match face au Shakhtar Donetsk dans mon flop. Je le mets 4e flop puisque match de Ligue des Champions, donc déplacement, non pas à Donetsk pour des raisons assez évidentes, mais à Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, qu'est-ce que c'est? C'est une ville absolument nulle en Allemagne. N'y allez pas, il n'y a rien à faire. C'est assez désastreux. Heu, Là-bas, l'organisation pas optimale. Enfin, c'est tout bête, hein, mais on a raté le coup d'envoi parce que l'entrée était mal gérée. Peu importe, on rentre, le match, il est nul, il est vraiment nul. Brest passe à côté du match. On n'y croit pas du tout, on prend vraiment des buts un peu à la con. On ne vibre que sur le coup franc de Pereira Lage. C'est déjà bien, vous me direz. Et pourquoi je le mets dans mon flop vraiment? C'est pour l'après-match, parce que l'après-match, il y a 2 éléments. Le premier, c'est que je tombe sur le seul kebab tenu par un mec qui ne parle pas anglais en Allemagne et donc je me retrouve à prendre un kebab avec une sauce chili qui m'arrache la gorge et je n'ai pas pu manger un tiers du truc. Absolument dégoûté. Cette aventure, elle continue puisque nous sommes venus en voiture avec des collègues de Paris que je salue par ailleurs. Je conduis au retour, bon, c'est jamais très plaisant de conduire après une défaite. Au milieu, on traverse Luxembourg, on se fait arrêter par la police luxembourgeoise qui, bon, voilà, fait son contrôle. Il nous demande: «Mais qu'est-ce que vous faites là? À cette heure-ci, il doit être 3-4 heures du mat». On dit: «Bah, football, Ligue des champions». Il me dit: «Ah oui, Dortmund» et et là, je lui réponds: «Non, non, Brest» et là, il me regarde, il fait: «Ah, désolé, allez-y». Voilà, le petit sentiment d'humiliation et la vraie raison pour laquelle c'est un flop, c'est que je chope une grippe, mais une grippe carabinée, le truc qui me met par terre et bah, 1 ou 2 semaines après, c'est le match contre le Real. Donc j'y suis allé malgré cette grippe, mais honnêtement, j'étais pas en état de profiter de ce moment d'histoire et voilà, je le garde en travers de la gorge dans tous les sens du terme. Inconnu, meilleure semaine, tout simplement. Tu t'en souviendras de ton déplacement en Allemagne. Ah, c'est sûr. Est-ce que tu t'es présenté aux policiers luxembourgeois comme Yann de Brestonner?
Et non, 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 j'ai bah, non, j'ai tenté Yann de Dortmund Honor, mais bon, ça marchait pas. OK, donc finalement ton 4 et ton 3 sont des matchs de Ligue des Champions. Eh oui, c'est terrible, hein. C'est terrible. Mais en fait, c'est pas le match en lui-même et la défaite, que tu petite entrée dans le po sur le podium maintenant avec le top 3. Donc toi, tu nous as donné le tien, c'est le match au Parc des Princes en Ligue des Champions. Le mien, c'est un match qui suit ce match contre le PSG au Parc des Princes quelques semaines plus tard. On est encore avec Éric Roy, on est encore en 2024-2025. C'est évidemment le match à domicile en Coupe de France, quart de finale face à Dunkerque. Par où commencer? Par où commencer? On sort d'une humiliation en Ligue des Champions. Il ne reste plus, que la Coupe de France finalement pour vibrer lors de cette saison. C'était déjà pas mal, une saison niveau émotion, on va pas s'en plaindre, hein. Mais tu as une occasion en or d'atteindre les demi-finales de la Coupe de France pour la première fois. J'en ai parlé tout à l'heure, on s'était foiré contre Auxerre en 2015. Et là, contrairement à 2015, c'est un match que l'on domine, sans pour autant le maîtriser parfaitement parce que Dunkerque est plutôt bon, mais on mène 2-0 à la 65e minute et tu as un poteau d'Ajorc à la 65e minute, juste avant que Dunkerque ne réduise le score. On a les sorties de Camara et Magnetti qui sont, à mon sens, prématurées, mais c'est facile à dire avec le recul, hein. On peut comprendre aussi la volonté du coach de garder des joueurs frais. Et s'ensuivent ensuite 15 minutes dramatiques. Tu as 3 buts encaissés sur coup de pied arrêté et on a vraiment, vraiment la sensation à ce moment-là d'être passé à côté de quelque chose de très important, quelque chose de super, qui nous tendait les bras, une qualification en demi-finale. On n'a pas encore le tirage au sort avant, donc Dunkerque tombe contre le PSG et est sorti d'ailleurs les armes à la main, eux, hein, ils sont pas passés à côté, ils ont pas pris une énorme branlée. Mais vraiment, c'est le sentiment de la malédiction de la coupe et c'est associé à la défaite 7-0 par quelque temps avant. Tu te dis vraiment, c'est vraiment dommage de passer à côté de ça et je pense qu'on aurait pu vibrer sur la fin de saison grâce à la Coupe de France et moi la défaite, contre Dunkerque, cette défaite 3-2, j'ai mis vachement de temps à la digérer et je l'ai beaucoup plus mal vécu même encore que la défaite au Parc, hein. Je sais pas si toi tu as un souvenir, assez frais de cette défaite-là et de cette élimination, mais ouais, je pense que c'est peut-être le pire match de l'ère Éric Roy, un des pires matchs de l'ère Éric Roy en tout cas. Bah, écoute, tu me devances encore une fois parce que moi, c'est mon top 2. Je rajoute une précision importante, c'est le dernier carré. Enfin, honnêtement, il y avait une autoroute. Il restait juste le PSG. C'était la seule équipe qui, évidemment, nous était supérieure. Mais les autres équipes, c'était quoi? C'était donc, enfin, tu regardes les demi-finales, c'est Dunkerque-Paris, Cannes-Reims. Le Reims qui descend. Enfin, c'est l'immense sentiment de gâchis, surtout que si je me trompe pas, on joue en avant-dernier, donc on sait déjà que Cannes vient de sortir Guingamp, que Reims vient de sortir Angers. Et encore une fois, bah, on se retrouve effectivement à rater la coupe et c'est l'esprit autour du match. Cette fois, parce que j'ai eu l'impression que c'était un peu la fin d'une ère. La Ligue des champions, c'était fini. C'est la dernière saison de Camara, de Lezmelo, de Bizot, de plein d'autres et on se dit que, bah, c'était leur dernière occasion de marquer un peu l'histoire de ce club et on passe à côté malheureusement, avec en plus des choix un peu discutables, notamment le fait de ne pas mettre Marco Bizot dans les buts. C'est très malheureux, j'en garde un mauvais souvenir évidemment. Je crois que la Coupe de France, c'est pas fait pour nous en fait. On est meilleur en Ligue des Champions qu'en Coupe de France. Et oui, mais c'est dommage parce que c'était peut-être l'occasion de mettre enfin fin à cette, malédiction à la con. C'est qu'on a arrêté, si on gagnait contre Dunkerque, on a arrêté de se dire: «Bah, la coupe de France, c'est pas pour nous, on fera jamais un parcours ni quoi que ce soit». Là, honnêtement, tu sors de ça, bah, après tu joues à Avranches, tu te dis: «Oui, bon, bah, c'est pas grave si on est éliminé». Effectivement, la Coupe de France, ça sera en tout cas pas pour cette année, puisque pour rappel, nous avons été éliminés à Avranches. On l'a pas mis dans le flop parce que finalement, c'est un match un peu qu'on perd même pas, qu'on un match nul avec un carton rouge assez tôt. Je pense pas qu'il rentrera dans les flops même avec le recul. Ça fait Non. chier d'avoir perdu évidemment à Avranches, mais il y a pire comme scénario, la preuve avec ce match contre Dunkerque. Donc Dunkerque, toi, c'était ton top 2. Ouais et justement, pour finir là-dessus, ce qui renforce le fait que ce soit un flop, c'est que je l'ai dit, on peut réécouter le podcast, je le dis toute la saison, je trouve qu'on avait un effectif taillé pour la Coupe de France. Sur les profils, sur la profondeur, il y avait quelque chose à faire. Là où cette année, bah, l'équipe qu'on a, on s'attendait pas à ce qu'elle performe en équipe de France plus que ça. Tout à fait. Donc c'était Passons mon top 2. Ton top 2 à toi? à mon top 2, c'est Furlan, 2016-2017. Tu as parlé du match d'Amiens tout à l'heure et ben moi je prends la roue. J'avance de quelques jours et c'est encore un match, en début d'après-midi, à samedi après-midi. Je me souviens vraiment comme si c'était hier de cette journée. On était passé à côté contre Amiens, mais on avait
notre destin en main. Je me souviens qu'il y avait une adrénaline autour de ce match, une tension qui était hyper impressionnante et bon, la défaite contre Amiens avait évidemment rajouté beaucoup de doutes. En plus, on perd à 3 dans la foulée. J'étais au stade, je me souviens, très tôt le matin parce qu'il fallait mettre en place, tout le matériel, le tifo et cetera. C'est quand j'étais un peu plus actif dans le groupe de supporters, hein, bon, parce que maintenant c'est plus du tout le cas. Mais on arrive vers 10 heures au stade, on installe tout, on avait pu aller sur la pelouse et tout, je me souviens, la pelouse était magnifique, il faisait super beau, il y avait vraiment absolument tout pour prendre les 3 points et monter en Ligue 1. Alors ça aurait pas été officiel ce jour-là, mais en tout cas, ça aurait été, extrêmement bien engagé. Je me souviens également, pour la petite histoire, on avait eu l'occasion de rencontrer, Samuel Olivier et Robert Mann, qui étaient les commentateurs de beIN Sport. On était restés parler avec eux. Ils nous disaient: «Mais non, Brest va le faire, c'était un accro contre Nîmes, ça peut pas se reproduire une deuxième fois». Défaite 3-2 face à Amiens et bah, défaite 3-2 face à Nîmes. Alors, je sais pas si vous vous souvenez tous de l'énorme connerie d'Hartog sur le but de Renaud Ripart. Pourtant, ça avait bien commencé. On ouvre le score, 4e minute, Alexandre Coef, on domine. Nîmes égalise et là, à la 78e minute, c'est Sissoko, un Nîmois qui n'avait pas marqué un but de la saison. Bah, il en marque 2 en 60 secondes. Il en marque 2 en 60 secondes. On arrive à réduire le score, par Diallo, mais ça change rien. Brest perd contre Nîmes et c'est 3 points qui seront, 3 points qui finiront par manquer finalement en fin de saison. Et je me souviens d'être sorti de ce match complètement groggy, complètement abattu en me disant qu'il restait encore des matchs, mais qu'on savait tous que c'était foutu. Et vraiment ce match-là, il m'a fait très, très, très mal. Heureusement qu'on arrive à monter quelques temps plus tard, enfin 2 ans plus tard. Mais, l'enchaînement Amiens, 3 Nîmes, j'étais allé à 3 voir le match aussi. Il fallait vraiment être solide pour s'en sortir et bon, voilà, ça avait marqué vraiment un gros coup dur, je pense, dans l'esprit de beaucoup de supporters. Il y a d'ailleurs des sifflets à la fin du match, alors que la saison était magnifique. Avec du recul, on n'avait peut-être pas l'équipe pour monter, ça aurait probablement été trop tôt de monter à ce moment-là, mais quand on sort du stade, ce jour-là, ça fait, voilà, tout le monde faisait vraiment la tête. Ce Brest-Nîmes, il est, je pense, dans l'esprit des supporters, il est associé à la boulette d'Hartog et ça gâche aussi la fin de enfin la vision qu'on avait de Johan Hartog à Brest parce que c'était pas un gardien non plus de piètre qualité. Je pense qu'aujourd'hui, tu hésites pour te tu as Hartog ou Majewski, bah, tu mets Hartog dans les buts. Mais il fait la connerie contre Amiens, il fait connerie également contre Nîmes et malheureusement ça précipite la chute du Stade brestois. C'est comme ça, malheureusement. Mmh. On a vu autre chose depuis, enfin, je sais, on a vu d'autres défaites, on est allé beaucoup plus haut. On parlait de Coupe de National, Nîmes est aujourd'hui en National, Brest est en Ligue 1. On s'en est relevé. National 2 même pour Nîmes, National 2. National 2 carrément, eh beh, Carrément, ouais. Ton top 1, Yann, on en a déjà parlé, tu veux rajouter, c'est Brest-Auxerre, la Coupe de France? évidemment, c'est Brest-Auxerre, la Coupe de France, 2014-2015. Je me souviens que c'était, match en soirée évidemment et bon, j'étais au lycée à l'époque, donc j'avais pas forcément un quotidien extrêmement chargé, tu pensais pas à autre chose que le match et je me souviens que ça avait été une longue, lente montée d'adrénaline pendant toute la journée où tu regardais un peu les résultats d'Auxerre, tu regardais les résultats de Brest, tu vois que c'était 2 équipes de Ligue 1, de Ligue 2 qui avaient des ambitions mais qui étaient pas exceptionnelles. Tu voyais qu'Auxerre, c'était pas la grande forme et tu te disais: «Bah, voilà, c'est l'opportunité unique de faire quelque chose en Coupe de France». Moi, depuis que je suis petit, on me dit toujours: «La Coupe de France, c'est pas pour vous, vous inquiétez pas, machin». Si, là, c'était l'occasion unique. On avait un effectif qui avait fait un bon début de saison, qui était pas en mauvaise forme, qui semblait, coller à l'esprit brestois en plus. Je me souviens, Alex Dupont en conférence de presse d'avant-match avait quand même bien insisté sur l'importance. Tu avais l'impression que l'équipe allait répondre présente et non. Et non, vraiment, tu l'as dit, hein, 120 minutes d'ennui, mais 120 minutes d'impuissance absolue, avec des joueurs qui étaient littéralement tétanisés. Il y avait pas Alors une course vers l'avant, il y avait pas une prise de risque. En fait, j'ai, rarement et même jamais eu autant la sensation de voir une équipe abandonner son public, abandonner son club. Je le vis encore très mal aujourd'hui. Tu vois? Autant de Dunkerque, je sais que j'en rigolerai dans quelques années. Auxerre, vraiment pas. Et en plus, bah, pour moi, c'est là qu'est vraiment la fin de l'ère Kermarek-Dupont, avec le constat que ça n'a pas été l'ère la plus brillante, même si elle est nécessaire aujourd'hui avec du recul, hein, ça a été quand même un moment important. Et aussi, bah, c'est là que j'ai ressenti un peu, une perte d'affection envers, certains joueurs, envers cette équipe-là qui, finalement, en dehors de Johan Ramaré, n'a évidemment Bruno Rougy, hein, mais
voilà, c'était une équipe pas plus attachante que ça, qui nous a un peu trahis. C'était la sensation et je sais que j'étais loin d'être le seul à le vivre comme ça, malheureusement. Alors, est-ce que tu te souviens, tu parles de cette équipe, est-ce que tu serais capable de me citer quelques joueurs qui étaient alignés ce jour-là? Je évidemment devant Gaëtan Courtet et Youssef Hadnan, qui étaient arrivés, dans l'hiver justement pour être les grands renforts et qui n'ont pas été au rendez-vous sur ce match. Derrière, il y a Simon Fallet quand même qui sort un peu de l'eau, mais dans les buts, je me souviens même plus. Est-ce que c'est Alexis Thébault? C'est Hartog, Thébault est C'est Hartog? remplaçant. Je te donne l'équipe si tu veux, tu as Johan Hartog, Simon Fallet, Ismaël Traoré, Wilfried Mouambé, Gaëtan Bello. Ouais, Mmh. bon, c'est des mecs sympas Birama Tou finalement, ça continue de Birama recruter. Touré Birama Touré, Bruno Grougy, Manuel Pérez et Johan Ramaré et devant, tu l'as dit, Courté, Adnan et sur le banc, on a Thébault, Stéphane Tritz, Brian Pelé, Chahir Belghazouani, Gaëtan Laborde, Mamadou Samassa et Alexandre Cuvillier. Alors que côté auxerrois, on retrouve 3 anciens brestois, Julien Vial, Jean-Charles Castelletto et Donovan Léon. Et d'ailleurs, on en a parlé, il y a alors qui était le petit quiz avant le podcast quiz qu'on fera plus tard, qui était le capitaine d'Auxerre dont on a déjà parlé dans ce podcast? Dans cet épisode. Bah, c'est Grenier Exactement, c'est Sébastien Dugrenier. qui, si je me trompe pas, marque son penalty en plus. Alors ça, c'est tout à fait facile à vérifier. Puy-Grenier réalise le break. Effectivement, donc à Brest, c'est, Adnan qui loupe et Fallet. Ouais. C'est terrible, c'est assez terrible, mais bon, on vivra avec, hein. C'était Tant un pis. jeudi. Ce match était un jeudi, c'est très étrange. Un coup d'envoi donné à 18-19 h. Franchement, c'était pas fou. Le PSG avait battu Monaco juste avant et sinon les restes des équipes, c'était, Guingamp qui avait battu Concarneau. Guingamp qui était tenant du titre en plus. Donc, Exactement. je me souviens bien du tirage au sort après où on l'a mauvaise quoi. On se dit: «Mince, on n'a pas ce règlement de compte contre Guingamp, on n'a pas cette demi-finale de Coupe de France» et c'est voilà, c'est comme ça. La grande déception, la grande trahison presque. Et on va donc conclure ce podcast avec mon top 1, mon pire match, mon flop numéro 1. Toi, tu ne l'as pas mis dans ton classement du tout et moi, c'est le premier. C'est curieux. Tu m'expliqueras pourquoi est-ce que toi, tu as jugé, qu'il n'avait pas sa place et je pense que tu as des raisons tout à fait valables. Vous vous en souvenez tous, c'est évidemment un match de la saison 2022-2023 dirigé par Michel Derzakarian et c'est la défaite légendaire du Stade Brestois 29, 7-0, encore une fois 7-0, à domicile contre le Montpellier Hero Sport Club, qui ce jour-là est dirigé par Olivier Dalloglio, parti plutôt en mauvais termes. Son retour à Le Blé, donc on espérait évidemment le battre. On sortait d'une belle victoire à Angers. L'équipe sortait également, elle, d'une saison plutôt encourageante. Je ne sais pas si tu te souviens, une 11e place avec des victoires, notamment à Marseille, une série de 6 victoires consécutives. Pas mal de choses intéressantes pour, la première de Derzac sur le banc brestois et finalement, après 31 minutes de jeu, tu es mené 5-0. 5-0, il y avait 3-0 après 12 minutes. En plus, c'est des buts qui sont ridicules. On prend le premier but sur un corner pour nous, un contre, un but de Cazerie, j'en parlais tout à l'heure, un doublé d'Eli Wahi, tu prends un doublé de Valère Germain, il y a rien qui allait. Je me souviens qu'on était avec, Quentin au match, donc Quentin qu'on salue évidemment et puis on voulait y croire, on se forçait à y croire. On se disait: «Allez, 3-0, c'est pas fini, 4-0, c'est jamais, si on revient 4-1, 4-2 et cetera». Bon, finalement, on n'est jamais revenu à quoi que ce soit. En plus, pour ajouter à la déprime, tu as un carton rouge de Pierre Lesmelou à la 50e minute. Il y a absolument rien qui allait et après ce 7-0, c'est une longue série de matchs sans victoire et finalement qui précipite la chute de Derzakarian quelques temps plus tard. Mais est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien puisque c'est Éric Roy qui remplace Michel Derzakarian et qui ensuite nous fait vivre tout ce qu'on sait depuis. Donc un 7-0 qui a été très, très long et pour autant, il y avait un public brestois qui est resté jusqu'au bout, qui a encouragé son équipe et bon, après, malheureusement, sur les 90 minutes, je crois que j'ai jamais vu les 90 minutes passer aussi lentement dans un stade. C'était, c'était long. Ouais, c'était long, mais aujourd'hui c'est drôle. C'est Ah oui, pour oui, ça c'est que drôle aujourd'hui. c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le flop 10 parce que en vrai, ça n'a rien à voir avec le 7-0 contre Paris. Là, il y a vraiment le côté surnaturel où Montpellier tire, enfin, ils doivent tirer 10 fois, ils mettent 7 buts. Je crois que c'est même 8 fois et 7 Les buts. mecs avaient 100 de réussite, nous on en avait 0 et je pense que, c'est aussi pour ça que j'ai peut-être pas vécu comme ça, mais moi j'étais pas au stade, j'étais à des milliers de kilomètres de là et devant ma télé, mais à la fin je rigolais juste quoi. C'est le fou rire nerveux.
que Montpellier était pas spécialement au-dessus de toi, c'est juste tout ce qu'ils faisaient, ça faisait but. J'ai pas eu l'impression que l'équipe nous avait abandonnés, j'ai juste vu là un summum de la poisse. Ouais, juste un manque de réussite absolue et l'envie de rigoler et tu vois? On se disait: «Il vaut mieux perdre une fois 7-0 que 7 fois 1-0», des choses comme ça. Bon, finalement on a perdu 2 fois 7-0 en l'espace de 2 ans, mais Oui, puis d'ailleurs, après le match de Montpellier, on perd presque 7 fois 1-0 aussi, donc mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, moi j'en garde pas un, voilà, ça me fait plus rire qu'autre chose aujourd'hui. Ah clairement, avec le recul et vu ce qu'on a vécu derrière, c'est effectivement quelque chose qu'on peut, prendre avec la rigolade. En revanche, si tu perds 7-0 et que tu descends cette saison-là, je pense qu'on aurait dit que c'était, bah, le tournant déjà, le première prémisse de la catastrophe. Heureusement que Saint-Brestois a réagi à temps et finalement d'ailleurs fini la saison de manière tout à fait correcte, à 14e place avec des matchs, qui étaient, super intéressants sur la deuxième partie de saison. Mais ce 7-0 à Montpellier, enfin, c'est vraiment le côté 7-0 Montpellier avec, l'image, on l'a tous en tête, cette image du panneau d'affichage avec les 7 bah, les 7 buts affichés pour Montpellier, qui fait quand même relativement tâche. Pour ça que je le mets en top 1 parce que je suis pas sûr de revivre un 7-0 à domicile dans ma vie et celui-là, on risque pas de l'oublier. Ouais, mais après, tu vois, il y a un côté un peu storytelling. Les joueurs eux-mêmes le disent, hein, que le fait de pas avoir été sifflé sur ce match, bah, ça a consolidé un groupe, ça leur a permis de comprendre que le public était derrière eux et même je trouve que l'histoire est un peu belle de dire, from 7-0 to Ligue des champions. Tu vois? Je pense que c'est tu as raison de dire que c'est le contexte de la saison, le résultat final de la saison qui fait qu'on le voit différemment. Bah, clairement, ça peut être vu aussi comme le point de départ, le point de rupture de quelque chose et le début d'une nouvelle histoire qui commence quelque temps après. Et ce 7-0 là, finalement, on l'associe aussi à la Ligue des Champions. On pourra toujours le dire, bah, quelques semaines avant, une saison historique, quelques mois avant une saison historique, on perdait 7-0 à domicile contre Montpellier. Montpellier qui aujourd'hui est en Ligue 2. Donc finalement, dans toutes les équipes qui nous ont battus, sèchement ou, dans lesquelles on a vécu des scénarios un peu cata, que ce soit Guingamp, Dunkerque, Nîmes, Montpellier, Auxerre, Sedan et j'en passe, à part le PSG et Donetsk, hein. C'est beaucoup d'équipes qui finalement aujourd'hui ont connu des destins beaucoup plus tristes que le nôtre. Ça rappelle aussi qu'il faut, savoir, être conscient de la chance qu'on a d'avoir vécu ces magnifiques émotions les saisons passées. On sait que le Stade Brestois est une équipe qui, Quentin le dit souvent, une équipe de Ligue 1,5. On aimerait, de l'ambition et jouer les premières places à chaque fois. Mais malgré tout, quand on voit ce que vivent les autres, bon, ben, c'est déjà pas si mal. C'est même très bien et justement, si jamais vous trouvez que notre flop 10 vous a un peu déprimé parce que ça vous fait penser à certains des mauvais souvenirs, on vous invite à aller revoir le top 10 et finalement, les 3 premiers matchs de mon top 10, mais je les échange contre rien au monde. Je veux dire, on peut se taper 15-7-0 ou des choses comme ça. Le flop 10 ne m'affecte pas du tout quand tu vois les 3 matchs, les 3-4-5 matchs qu'on a eus. Donc, est-ce qu'on pourrait dire finalement qu'en comparant le top 10 et le flop 10, il n'est pas bon de supporter le Stade Brestois en ce moment? Ah si, si, mais il est bon de supporter le Stade Brestois. Moi, je trouve que depuis quand on voit par quoi on est passé, effectivement, on a encore des déceptions aujourd'hui parce qu'il y a des choses individuellement qui vont pas. On peut évidemment penser au dernier match à Rennes avec là, c'est un flop, monumental de Kenny Lala, mais à titre individuel. Mais comme tu dis, notre top 10, il rattrape très largement ces émotions négatives et de toute façon, quand on est supporter d'un club, quoi qu'il arrive, quel qu'il soit, à part si on est supporter des top clubs européens ou du PSG en France, c'est globalement et généralement plus de déception qu'autre chose. Je pense que niveau émotion positive, on a quand même été servi ces dernières années et j'espère qu'on vivra d'autres. Mais quoi qu'il arrive, on ne faudra pas perdre de vue toutes celles très, très positives qu'on a vécues, sans pour autant, bah, oublier les négatives, hein. Et ce flop 10, je pense que si on le refait dans 5 ou 10 ans, peut-être qu'on ajoutera d'autres rencontres, en espérant qu'on en ait d'autres à rajouter également dans notre top 10. À faire, Yann, je pense qu'on a fait le tour de ce flop 10. Comme tu l'as dit, n'hésitez pas à nous donner le vôtre. On est peut-être passé à côté de certains matchs qu'on a totalement oubliés. Je pense qu'on a à nous 2, on a quand même un beau florilège de matchs bien pourris. Oui, mais on est toujours là et c'est le plus important. C'est ça les supporters brestois, on est toujours là. On se retrouve bientôt avec 2 autres épisodes, un épisode quiz parce qu'on aime bien jouer en ce moment et un épisode un peu, avis impopulaire, c'est ça? Effectivement, on a demandé les avis impopulaires des uns et des autres sur le Stade brestois. On a relevé tout ça. Certains d'entre vous, vous êtes des grands malades, mais on en reparlera en temps voulu. Yann, je te remercie d'avoir été avec moi. C'était un plaisir de faire cet exercice de mémoire, en ta compagnie. J'espère que toi aussi, ça t'a fait plaisir et puis, je te dis, bah, évidemment, à très bientôt, au plus vite sur Brest On Air. Au plaisir. Kenavo et allez Brest. Bravo.